La partie du poteau qui est commune aux poutres à leur intersection dans un bâtiment est connue sous le nom de nœud poutre-poteau. Ces nœuds sont des zones critiques dans la conception d'un bâtiment en béton armé. Et lorsque je dis une zone critique, c'est un endroit de la structure qui subit des contraintes plus élevées. C'est donc potentiellement là que la dégradation du béton ou sa rupture fragile peut se produire. On sait que les ossatures en béton armé sont le type de construction le plus populaire dans le monde. Mais les événements sismiques ont montré que ces structures peuvent avoir un comportement indésirable dû parfois à une mauvaise conception des nœuds poutres-poteaux. Il y a 40 ans en plus, il y avait peu d'évidence de dommages importants ou d'effondrements qui pourraient être attribués à la rupture du nœud, jusqu'au moment où plusieurs ruptures de connexion ont été observées, par exemple au séisme d'El Asnam de 1980 Algérie. Ces éléments essentiels d'une ossature en béton armé doivent résister au moment et un autre objectif est de transférer efficacement la charge des éléments de connexion tout en subissant à la fois des charges de gravité, une descente de charge et pendant l'événement sismique. Donc, il doit être conçu et détaillé correctement, en particulier lorsque la structure, bien sûr, est soumise à des charges sismiques ou lorsque la structure se trouve dans une zone sismique. La rupture d'un joint poutre-poteau en béton armé lors d'un tremblement de terre est gouvernée, régie par le mécanisme de rupture de liaison et de cisaillement. On va voir ça après. Les matériaux constitutifs des nœuds ont des résistances limitées. Ces joints, ces connexions, ces nœuds ont une capacité de charge limitée. Lorsque des forces supérieures à celles-ci sont appliquées pendant les tremblements de terre, les articulations sont gravement endommagées. Le problème, c'est que la réparation de ces joints, des joints endommagés, est difficile. Il faut donc éviter les dommages et bien concevoir ces nœuds. Aujourd'hui, on va voir les types des nœuds poutre-poteau, leur comportement sous un chargement ou sous séisme et on va voir des solutions pour éviter les ruptures. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager avec vos collègues et les passionnés de génie civil et de vous abonner et n'oubliez surtout pas d'appuyer sur la cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne parce que c'est la seule façon de supporter mon travail. D'abord, je veux parler des structures autostables. C'est-à-dire quoi une structure autostable? Par exemple, un portique autostable en béton armé, c'est une ossature constituée uniquement de portiques capables de reprendre la totalité des sollicitations dues aux charges verticales et horizontales. Et en général, autostable se dit de la structure d'un bâtiment, d'un ouvrage d'art, lorsqu'elle assure par elle-même sa propre stabilité. La classification des nœuds poutre-poteau dans les structures autostables se fait soit selon la géométrie, soit selon le comportement structurel et soit selon l'aspect détaillé de ferraillage. Pour la classification selon la géométrie, on a d'abord des nœuds intérieurs. Un nœud est appelé nœud intérieur lorsque quatre poutres s'encadrent dans les faces verticales d'un poteau. Nœud extérieur, le nœud extérieur est appelé nœud extérieur lorsqu'une poutre s'encadre dans la face verticale d'un poteau et deux autres poutres s'encadrent dans le poteau dans la direction perpendiculaire. Et on a aussi des nœuds d'angle. Ici, c'est lorsque les poutres s'encadrent dans deux faces verticales adjacentes d'un poteau. On a après des classifications selon le comportement structurel. Ici, c'est en fonction de la propagation des fissures dans la région des nœuds poutre-poteau. On a soit des nœuds élastiques. C'est le comportement structurel le plus préférable pour nous. On préfère que le nœud reste dans le domaine élastique
tout au long la réponse de la structure. Mais le problème, c'est que ces nœuds se trouvent rarement dans la pratique. Après, on a des nœuds inélastiques. Sous des charges sismiques, ici, le nœud dépasse généralement la zone élastique et il y a une certaine déformation inélastique et fissuration dans cette jonction, dans ce nœud. Cela peut être dû à une capacité de cisaillement insuffisante ou à la pénétration de déformations inélastiques le long des barres d'acier des poutres encadrant le nœud. Ces nœuds sont classés donc comme des nœuds inélastiques. Après, on a une classification selon le détail, selon le ferraillage, selon la rigidité. Ici, le comportement d'un nœud poutre-poteau de la structure dépend en grande partie de son détail de ferraillage. Ici, on va parler d'une notion de ductilité. Et lorsqu'on parle de ductilité, on parle de l'absorption de l'énergie du séisme. Un matériau ductile est un matériau qui se déforme plastiquement sans se rompre. Donc, naturellement, on doit prévoir des structures avec une grande ductilité. On a d'abord des nœuds non ductiles. Les nœuds de structure non sismiquement détaillés ou nœuds non ductiles sont ceux qui ne devraient pas subir de grandes déformations avant la rupture. Ces nœuds sont caractérisés généralement par des longueurs de développement insuffisantes, des épissures à recouvrement court, des renforts discontinus, un espacement plus important des étriers et aucun renfort dans l'âme du nœud. Après, on a des nœuds ductiles. Les nœuds ductiles, utilisés bien sûr dans les structures parasismiques, ont la capacité de subir des grandes déformations sans défaillance. Ces nœuds absorbent une grande quantité d'énergie grâce au comportement hystérétique lors d'un séisme, de grandes longueurs d'ancrage, de longues épaissures de recouvrement, des renforts continus, un espacement plus étroit des étriers et un renfort de cisaillement dans l'âme du joint caractérise ces nœuds. Maintenant, on veut comprendre le comportement des nœuds poteau-poutre sous un événement sismique ou un chargement. Le nœud est soumis à des forces de cisaillement horizontales et verticales dont l'intensité est typiquement beaucoup plus élevée que celle observée dans les poutres et les poteaux adjacents. Les actions internes sont générées au cœur d'un nœud poutre-poteau extérieur lorsqu'une rotation plastique se développe dans la poutre en raison de charges sismiques. Et une force de cisaillement du nœud vertical conduit généralement à des contraintes de traction diagonale excessives dans le noyau en béton de sorte que des fissures de tension diagonale apparaissent. Le béton fissuré en diagonale dans le noyau du nœud peut transférer efficacement les forces de compression diagonale approximativement parallèles aux fissures. La connexion poteau-poutre, comme j'ai dit, doit transférer les charges et les moments par des bielles dans les poteaux. On peut voir aussi dans cette figure que les forces de l'armature de poutre et de poteau sont transférées au béton du noyau par des contraintes de liaison et par des contraintes de support dans le coude dans l'ancrage des barres supérieures. Au coin inférieur droit du nœud, la force horizontale du béton c'est C, ainsi que la majeure partie de la force de compression horizontale de l'acier c'est S et la force de cisaillement du poteau V' col peuvent combiner avec des forces verticales similaires CC, delta T seconde et VB pour introduire la force diagonale DC. La force de cisaillement introduite en un point de nœud sur la face de l'articulation peut être résolue en une composante de compression diagonale DSI, agissant le long de l'entretoise, et une composante de tension verticale ou horizontale TI, qui doit être portée par renfort en acier. En raison du chemin de tension relativement long des forces internes impliquant généralement des grandes déformations en acier, ce système est appelé un mécanisme en treillis. Alors maintenant, une solution générale pour éviter la rupture fragile des ossatures, on parle ici de confinement des zones critiques.
Cette figure résume les règles de conception des armatures pour ces zones. On voit une représentation complète sur le nœud en haut et à gauche. Les cadres sont plus rapprochés dans les zones critiques et la priorité est donnée à la résistance du poteau sur celle de la poutre, car on a besoin de la tenue des poteaux pour empêcher l'effondrement du bâtiment. Pour le dimensionnement et le rapprochement des cadres, plusieurs critères doivent être remplis. Pour le plan de ferraillage, le BET retient le plus exigeant toujours après évaluation. Un principe général pour le rapprochement des cadres dans les zones critiques, il est de l'ordre de 5 à 8 cm entre axes. Lorsque la cohésion armature-béton se dégrade, ce dernier et les barres longitudinales sont confinés à l'intérieur des cadres et on évite ici le flambement des barres et la rupture fragile de la poutre ou du poteau. C'est pour ça qu'on a dit que cette solution est le confinement des zones critiques. Et si vous obtenez une certaine valeur de mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous et pensez à devenir un membre dans notre petite communauté d'ingénierie. Ça va apporter un plus grand soutien à ma chaîne. Merci.